Désintoxez-moi, tous les jours on se désintoxe avec aujourd'hui Hervé Nathan. Bonjour Hervé. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Alors on va parler de ce dossier qui est en une de Marianne sur l'argent des candidats à la présidentielle et puis vous nous direz aussi un petit peu de ce que vous avez retenu de ce week-end très politique avec les discours de Macron, Le Pen et Mélenchon à Lyon. Et tous ont parlé de mondialisation. Vous allez nous parler un petit peu des nuances entre ces différents candidats. Alors, ce dossier, l'argent des candidats, je l'ai lu avec attention. Je pensais apprendre beaucoup plus de choses que ce que j'ai appris. Pourquoi? Parce que c'est vraiment très difficile d'en savoir plus sur le patrimoine des politiques. Oui, c'est très difficile d'en savoir, d'avoir une transparence complète sur le patrimoine des politiques pour des raisons simples, c'est que la loi n'est pas très bien faite. On va revenir au cas de M. Fillon. M. Fillon fait une déclaration d'intérêt lorsque la loi... c'est après Cahuzac. Après l'affaire Cahuzac, il faut que les députés, que les hommes politiques déclarent leur patrimoine, leur déclaration d'intérêt, y compris donc ce que font leurs époux, épouses, etc., tous ceux qui vivent dans leur ménage. Et comme il a vu venir le coup, il a démissionné son épouse de l'emploi qu'elle occupait, juste au moment où il fallait faire la déclaration. Donc, fin 2013. Voilà, fin 2013. Donc il voit venir le problème, vraisemblablement. Elle démissionne et donc au moment où il fait la déclaration, il fait une déclaration juste au moment où il fait la déclaration, Madame Cahuzac, bonjour le lapsus, très joli. Pénélope Fillon. Madame Fillon n'est pas l'attachée parlementaire de son mari. En revanche, elle est conseiller littéraire chez M. Ladret de la Charrière, la Revue des Deux Mondes. Voilà, c'est comme ça. Donc, il n'y a rien à voir. Mais au-delà de ça, Hervé, quand on veut en savoir un petit peu plus, c'est très compliqué. Il faut aller en préfecture, se renseigner, regarder. Et ce qu'on voit, ce qui est purement déclaratif, on ne peut même pas en parler. Absolument. Donc, on a fait l'exercice d'aller regarder chez certains... députés, ce qu'il y avait, notamment chez M. Fillon. Oui, absolument. Fillon. Alors pour les ministres, c'est public, c'est publié, c'est sur le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique. En revanche, pour les élus, ça n'est pas public. C'est-à-dire qu'on peut consulter. Voilà. C'est un peu comme la fiche de paye, comme la feuille d'impôt. C'est le même système que la feuille d'impôt pour tous les citoyens. Vous pouvez aller consulter la feuille d'impôt de votre voisin, si vous êtes faut habiter, de la commune. Son voisin. Mais vous n'avez pas le droit de prendre de notes, vous n'avez pas le droit de la révéler, de la mettre au jour, de la rendre publique. Et c'est exactement le même système pour les députés. Donc nous sommes allés voir, c'est Arnaud Bouillin qui est allé voir la déclaration de François Fillon. Et comme il n'a rien pu noter et qu'il ne peut pas en faire état selon la loi, eh bien la seule chose qu'on peut dire, c'est que rien ne nous a surpris. Rien d'extravagant. Rien d'extravagant, a dit Arnaud Bouillin. Mais donc Arnaud Bouillin, il ne nous l'a même pas dit d'ailleurs, puisqu'il s'est conformé à la loi. On ne sait pas. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a du tout. Son seul bien immobilier, semble-t-il, c'est son il manoir. Il a un bien immobilier, tout le monde le sait, mais c'est l'évaluation, etc., on n'a pas le droit de le savoir. On ne sait même pas si, par exemple, il habite dans le 7e arrondissement, s'il est locataire ou propriétaire. Voilà, on ne sait pas si... on n'a pas le droit de le révéler, on n'a pas le droit de le dire au public. Et pareil pour Benoît Hamon. Vous êtes allé en préfecture, préfecture des Yvelines, et vous ne pouvez pas en dire plus que ce qui a été révélé, c'est-à-dire... son petit appartement de Brest à 118 000 euros et ses 6 comptes bancaires sur lesquels il y a 123 000 euros. Est-ce qu'il n'a que ça? Très difficile. Pour le moment. Alors ça, c'était normalement, il n'a que ça au moment. Ce qu'on a mis dans le dossier, c'est ce qu'on a pu savoir, par exemple, lorsqu'il a été ministre, puisque étant ministre, c'était sur le site de la Haute Autorité. Ça remonte au moins à 2014. Donc ça remonte à 2014. Est-ce qu'il s'est beaucoup enrichi depuis? Voilà, peut-être que, on peut penser que non. Voilà, on peut quand même aussi faire le crédit aux hommes politiques d'un minimum de probité. On n'est pas obligé. Voilà. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est que comme il y avait beaucoup de contestations sur la conduite de la presse à partir de l'affaire Fillon, on a eu droit à des procès. M. Dupond-Moretti, par exemple, passe son temps à faire les procès de la presse en disant qu'on juge les gens trop vite, etc. On a voulu faire la transparence sur l'ensemble des candidats, au moins les grands candidats, ceux qui ont des chances de figurer au second tour de l'élection présidentielle. On s'est dit, essayons de faire cet exercice-là, de montrer quel est leur patrimoine. Et on se heurte à un certain nombre de difficultés. Donc on sait des choses
choses qui sont un peu anciennes. Maintenant, on n'a pas voulu accuser sans aucune preuve et sans aucun soupçon fondé des hommes politiques de cacher quelque chose. Personne, il n'est pas question pour nous. Même pas Marine Le Pen. Voilà. Alors Marine Le Pen, il y a juste un problème, c'est qu'il semble... Patrimoine immobilier, voilà. Alors, le patrimoine immobilier, assez il semble que les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques n'échappent pas à une règle qui consiste à sous-estimer le patrimoine dès qu'il s'agit de payer l'ISF. On peut dire que c'est quand même un sport un peu national en France. Emmanuel Macron s'est fait prendre, on le rappelle. Sur un bien appartenant à sa femme. Sur un bien en commun. C'est un bien en commun. Donc, oui, enfin, ils sont mariés, donc voilà. Donc il y a un foyer, donc à partir de ce moment-là, les biens sont ensemble pour l'ISF. Bon, il a dû payer, après un peu plus d'un an de tractation avec le fisc, il a quand même payé 6 000 € de rappel d'impôt d'ISF, c'est pas gigantesque. Et Marine Le Pen, elle, est sous le coup d'une enquête préliminaire parce qu'elle aurait, elle aussi, alors je mets des conditionnels, elle aurait aussi sous-estimé fortement la valeur de ses biens immobiliers, c'est-à-dire sa part notamment sa part qui lui vient de l'héritage familial, c'est-à-dire le parc de Montretout dont elle a un quart avec sa famille, son père et ses sœurs, et puis la nouvelle maison de son père. La nouvelle maison de son père, etc., etc. Donc là-dessus, apparemment il y a un litige et disons que c'est à elle de s'expliquer maintenant pourquoi est-ce que tout d'un coup elle pense que des biens aussi bien situés, on va dire, si bien exposés que quelque part dans l'ouest parisien valent si peu cher. Ça, c'est à elle de s'expliquer avec ses électeurs. Bon, et par ailleurs, elle a aussi une affaire qui est publique avec le Parlement européen. C'est des emplois entre guillemets fictifs puisqu'elle employait ses attachés parlementaires pour le Parlement européen à des tâches à Paris pour le parti. C'est pas elle l'aurait employé. Là, il semble que ce soit tranché par le Parlement européen dans une procédure contradictoire dans laquelle, effectivement, le Parlement européen considère, d'ailleurs, lui fait un rappel pris sur son salaire de 230 000 €, puisque ça, c'est correspondant au salaire des attachés parlementaires. Bon, puis il y a Jean-Luc Mélenchon qui est très discret aussi sur son patrimoine. Mélenchon qui était, comme Marine Le Pen et Emmanuel Macron à Lyon ce week-end, qui ont beaucoup parlé mondialisation, mais pas du tout de la même façon. Quelle différence est-ce qu'on peut faire entre la façon dont Macron présente les choses par rapport à Marine Le Pen et à Jean-Luc Mélenchon ? Alors Emmanuel Macron, c'est l'homme de la mondialisation, de l'adaptation de la France à la mondialisation. C'est le centre de son projet. La France doit s'adapter. D'ailleurs, il a des phrases dans son discours que j'ai notées. Il dit que chaque Français doit y trouver sa place, grosso modo, et que donc il faut adapter le modèle français à la donne de la mondialisation. Et voilà, il fait un certain nombre de propositions dans lequel, par exemple, il y a le statut des travailleurs qui viendrait remplacer le contrat de travail, enfin le code du travail. On fonderait ça, il n'y aurait plus qu'une grande catégorie de gens qui seraient au travail, qu'ils soient salariés ou qu'ils soient indépendants. Voilà, tout ça pour donner de la souplesse, etc. C'est regagner de la compétitivité. Ça, c'est le fond du projet d'Emmanuel Macron. En face, pour le moment, alors si on va laisser M. Fillon se débrouiller avec ses problèmes, disons que c'est pas très différent. Au fond, il y a une nuance, mais il n'y a qu'une nuance avec le projet de François Fillon. François Fillon veut aussi adapter la France à la mondialisation, mais d'une façon beaucoup plus autoritaire et peut-être un peu plus réactionnaire, si on prend par exemple son projet sur la sécurité sociale, qui est de revenir en arrière sur des avancées en termes de couverture sociale qu'on avait accordées à la grande masse de la population, les retraités, etc. Il veut revenir dessus pour que le pays regagne en compétitivité. Ça, c'est le fond du projet de François Fillon. Et donc, il n'a pas complètement détricoté la sécurité sociale. Non, il est beaucoup revenu, mais si on prend le projet de départ, celui qui est dans son livre Faire, c'est assez clair. On réserve, et ça avait fait fuir beaucoup d'électeurs, ça a fait couler beaucoup d'encre quand il avait été désigné, juste après sa désignation par le maire. Il expliquait, la sécurité sociale, c'est les grands risques, tout le reste, c'est les mutuelles ou les assurances privées. Ça avait fait beaucoup bondir chez les retraités, parce que pour eux, c'était évidemment considérable, c'était un changement considérable. Mais au fond, qu'est-ce que voulait faire, ou qu'est-ce que veut faire François Fillon, il est toujours candidat pour le moment, c'est augmenter la compétitivité des entreprises françaises en faisant moins peser en réduisant le poids des charges sociales sur elles. Voilà. Et d'une certaine manière, c'est pas très différent, ce qui veut dire que si ça se passe mal pour Fillon, je pense qu'il y aura beaucoup de reclassement de la droite vers Emmanuel Macron, parce que d'une certaine manière, face à Marine Le Pen, qui elle veut ériger la France en forteresse. Elle s'emmure, elle s'emmure encore plus. Oui, j'ai appelé ça la forteresse. Elle s'emmure, et d'une certaine manière, non seulement elle s'emmure, c'est-à-dire qu'on met des taxes à l'entrée, 3% sur l'ensemble des
produits qui rentreraient. D'une certaine manière, on quitte l'euro et puis on quitte l'Europe aussi, parce que grosso modo, le référendum sur l'euro, mais c'est aussi un référendum sur l'Europe. Quand on connaît les traités, on sait qu'on ne peut pas sortir de l'euro. Il n'y a que l'article 50. Il est célèbre maintenant, l'article 50, grâce à nos amis britanniques, qui dans un mois vont l'activer. Donc on sortira de l'Europe. Et d'une certaine manière, ce qui est assez, en plus, presque cohérent, mais du point de vue idéologique, c'est que ils sont même le Front National, la candidate du Front National désigne même une sorte de 5e colonne, qui sont les immigrés. La 5e colonne, celle de 1940, celle qui tirait dans le dos. Et ben les immigrés vont être l'ennemi de l'intérieur, et donc eux aussi, il faut leur mettre une barrière. Donc il y aura une taxe additionnelle sur les contrats de travail, sur les emplois pour les immigrés, pour les les nouveaux immigrés, ceux qui sont actuellement pour les entreprises qui emploient des étrangers. Seraient taxés, etc. Et d'une certaine manière, le projet repose sur le fait que l'immigration paierait le bouclier anti-mondialisation de Marine Le Pen, puisqu'ils pensent qu'ils peuvent tirer 40 milliards en réduisant la couverture sociale, les logements aux immigrés, les logements pour les immigrés, le travail pour les immigrés. Ils pourraient en tirer une économie, paraît-il, de 40 milliards que personne n'est capable de démontrer. Pour le coup, là, c'est une grande division. On termine avec Jean-Luc Mélenchon. Alors Jean-Luc Mélenchon, c'est encore autre chose. Son discours, le discours d'hier en hologramme, qu'on pouvait aussi suivre à Aubervilliers, était tout à fait étonnant, parce qu'il y a très longtemps, on n'a pas vu un homme politique de poids proposer une véritable révolution, au sens où on l'entendait en 1789. C'est-à-dire que... C'est pas constant dans son discours. C'est constant, mais là, pour le coup... c'est aussi l'avantage de la politique et des campagnes politiques. Tout à coup, on voit apparaître les projets politiques dans leur clarté, de la même façon qu'on le voit pour Marine Le Pen ou pour Emmanuel Macron. On le voit pour Mélenchon. Tout le pivot de son discours, c'est une assemblée constituante. D'une certaine manière, quand on regarde les prémices idéologiques, philosophiques, chez Jean-Luc Mélenchon, qui est un philosophe, c'est important, ça ressemble à l'institution du tiers-État en Assemblée nationale. Quand le tiers-État, en 1789, déclare « Nous sommes le peuple et nous sommes le souverain, et c'est nous qui allons définir quelles sont les nouvelles règles ». D'une certaine manière, ce qu'il veut engager, ce qu'il cherche à engager, il faut écouter ce discours dans son entièreté, très important, c'est un processus où le peuple se reconstitue en souverain et rebat l'entièreté des cartes. D'une certaine manière, l'affrontement avec les pouvoirs européens devient secondaire parce que c'est le peuple tout d'un coup qui surgit sur la scène politique. Alors c'est un certain souffle, il faut le reconnaître. Après, est-ce que ça peut gagner les élections? C'est un autre problème. Parfait, merci pour cette analyse. Hervé Nathan, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, avec à la une cette semaine ce dossier notamment sur l'argent des candidats. À très bientôt. Merci.